À un moment, j'ai senti, là, c'était entre moi et le divin, entre moi et mon bébé. Et j'ai demandé à mon mari de partir. Je lui ai dit, va te coucher, s'il te plaît, laisse-moi. J'avais besoin d'être seule, quoi. Et là, a commencé un moment, c'était mystique, c'était cosmique, je sais pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement d'Elisabeth. Elisabeth nous parle d'un premier accouchement compliqué et du cheminement qu'elle a fait pour vivre quelque chose de différent pour son deuxième enfant. Elle nous parle de son enfantement libre, la simplicité, le pouvoir du corps et la banalité d'un accouchement, la danse du pissenlit dans son salon, mais aussi tout le côté spirituel. Et je tiens à dire qu'il m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses depuis que je l'ai entendu pour la première fois. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que son témoignage vous a fait ressentir et si ça a changé votre perception de la naissance. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram pour échanger, que ce soit avec moi ou avec Elisabeth. Je suis désolée pour cet enregistrement dans lequel j'ai la voix un peu cassée. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup à vous apporter encore plus de récits d'accouchement pour vous inspirer pendant votre grossesse. Et si vous avez envie de partager votre récit d'accouchement positif, rendez-vous dans la description pour me contacter. Bonne écoute! Bonjour Elisabeth et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Mais très bien, merci. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'être avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes deux accouchements qui sont bien différents. Ce que je trouve intéressant dans ces cas-là, c'est les cheminements qui sont faits entre des accouchements qui sont à l'opposé. Alors si tu veux bien, j'aimerais que tu nous parles d'abord des préparations que tu as pu faire pour ton premier accouchement. Ensuite, si tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et pourquoi tu as après eu une expérience qui a été bien différente, ce que tu as fait différemment, ce que tu as appris et ce qui t'a aidé, ce qui a aidé ton cheminement en fait vers ce bel accouchement pour ton deuxième. Pour mon premier enfant, juste pour poser un petit peu le contexte, c'était un bébé surprise qui est arrivé assez tôt dans ma relation avec mon mari et qui a pas forcément été hyper bien accueilli et je pense que moi-même j'étais pas tout à fait prête. Enfin, je m'y attendais pas, voilà. Donc ça a été une grande surprise. Et puis, mais je dois dire que intuitivement déjà, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, une de mes premières questions, ça a été comment ça se passe pour accoucher à la maison. C'était quasi, enfin voilà, impensable pour moi d'accoucher à l'hôpital. Pour aussi poser un peu le contexte, moi j'ai vécu beaucoup de décès autour de moi. Je n'ai plus ma maman, je n'ai plus mes grands-mères, mes grands-parents, alors que je les ai tous connus. Donc c'est vrai que les hôpitaux pour moi ce sont des lieux plutôt associés à la mort et donc pas un lieu pour mettre au monde. Voilà. Et voilà. Et du coup je me suis renseignée pour voir comment je pourrais accoucher à la maison. J'ai vite compris que c'était compliqué en France d'accoucher à la maison, que très peu de sages-femmes pouvaient accompagner à l'accouchement, voilà. Bon, mais par chance, il y en avait une pas trop loin de chez nous. Je l'ai contactée, elle nous a accueillis et j'ai pu du coup directement commencer un suivi avec cette sage-femme. Donc comme je l'ai dit, le contexte de ma grossesse était un peu compliqué et j'avoue que vis-à-vis de cette sage-femme, je sais pas pourquoi, j'avais un petit quelque chose qui me disait que c'était pas ça, et en même temps, du fait que ce soit la seule, ben voilà, on y va. Et en même temps, voilà, c'était très ambivalent parce qu'il y avait ce côté soutien, une des rares femmes en fait finalement à pouvoir m'accompagner durant cette grossesse, et en même temps une certaine réserve, notamment parce que dès le départ, ce qui posait problème, c'était ma date de terme, qui semblait arriver à un moment où elle ne serait pas disponible.
mais elle maintenait le suivi malgré tout. Et pour faire rapide, la sage-femme n'a pas pu être là au moment du terme, et voire même en fait du fait de son incapacité à pouvoir être présente, ça a créé de grosses tensions de sa part, et bref, je me suis retrouvée dans une situation assez difficile aux alentours du terme, parce qu'elle m'a poussée à faire un décollement de membrane que j'ai très mal vécu, et qui s'est enchaîné d'un faux travail pendant 3 jours. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, je n'aurai pas un accouchement à la maison. Je vais donc me diriger vers l'hôpital le plus physio qui existe autour de chez moi. Sauf que donc 3 jours de faux travail, un accueil assez mitigé dans cet hôpital. Du fait que j'avais eu ce suivi avec une sage-femme qui accouche à domicile. Et oui, je pense pouvoir dire que j'ai été maltraitée par le personnel hospitalier. Pas tous, évidemment, mais certains. Et finalement, j'ai fini par demander la péridurale. S'en est suivi un ralentissement du travail qui a ensuite entraîné un ralentissement du rythme cardiaque du bébé, et donc une extraction avec l'utilisation de spatules. Ce qui a été extrêmement douloureux, assez traumatisant. La première fille est donc arrivée dans ces conditions-là. Assez compliqué, et d'autant quand l'hôpital nous a gardé 5 jours à la maternité, là encore je pense plus pour nous faire un peu payer nos choix et notre approche que pour de vraies raisons médicales, puisque j'avais accouché d'un beau bébé de 4 kilos qui allait très bien, voilà. Mais de tout mal il faut savoir en tirer un bien. Je crois que ça m'a permis de comprendre ce qui pouvait se vivre pour la plupart des femmes en structure hospitalière, même si certaines aussi témoignent du fait que ça se passe très bien. Mais je veux dire, voilà, je vois ce que c'est qu'un protocole hospitalier pour accompagner les naissances, les tests imposés, enfin voilà, tout ce qui se vit à l'hôpital. Voilà. Je suis ressortie de là très blessée, profondément abîmée dans mon corps, dans ma relation à ma fille, et même, je dirais, dans mon couple, puisque quelque part, même si c'était pas de sa faute, j'en voulais à mon compagnon de pas m'avoir protégée de tout ça. Et puis on s'en veut à soi-même. Je pense que ça a été d'autant plus fort que, comme durant ces 9 mois, j'étais vraiment dans la perspective d'un accouchement physio à la maison, me laisser faire à ce point-là, et en fait, ne pas avoir eu le courage de m'écouter et d'assumer mes désirs, et de voir l'impact que ça pouvait avoir aussi sur ma fille, mon lien à ma fille, voilà, c'est des choses, je trouve, assez compliquées. D'autant que ça a été vécu dans une assez grande solitude. L'entourage ne se rend pas compte, mais notamment parce qu'en fait c'est courant, les accouchements traumatiques. J'ai constaté a posteriori, quand j'étais plus à même d'échanger, que il y a tellement de femmes pour qui cette mise au monde est en fait un lieu de traumatisme, et donc on n'en parle pas parce que c'est trop dur, parce que c'est trop lourd, et qu'il faut se concentrer surtout sur l'après. Voilà, ton enfant est vivant, c'est super, gna, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que moi je pouvais pas entendre. Voilà, non, en fait, je veux pas enterrer ça, quoi. Pour moi, il fallait trouver une solution à ça. Voilà. Et je dois dire que voilà, entre-temps, en fait, pendant ma première grossesse, je crois, j'ai rejoint un groupe Facebook qui s'appelle le Enfantement autonome et accouchement non assisté, que j'avais rejoint parce que voilà, dans la mouvance des enfantements naturels. Mais j'avoue que je regardais pas trop ce groupe parce que pour moi c'était des folles. Espèce de nana là qui allait accoucher dans la forêt, je me disais bon, elles sont mignonnes, mais vraiment c'est pas pour moi. Donc je l'ai pas trop regardé pendant ma première grossesse. Mais je l'ai beaucoup plus regardé après la naissance de ma première fille. Et au début avec douleur,
Je pense que je les enviais. J'étais quand même très interpellée par la joie, la fierté, la beauté de tout ce qui était raconté. On sentait le feu, quoi. C'était pétillant, c'était fort, c'était intense. Et je me disais waouh. Et en même temps et en même temps, bah voilà, blessure intérieure de pas avoir suivi ça. Et je me disais moi je serais pas capable de ça. Enfin, en fait, ouais non, c'est pas possible, quoi. Voilà. Plusieurs années ont passé. Et puis il y a un deuxième bébé surprise qui est arrivé. Encore une fois, on n'avait pas choisi. Ma deuxième fille s'est installée par surprise et ça m'a mis face au fait qu'il allait falloir reprendre le chemin d'un enfantement. Voilà, je ne pouvais plus faire appel à la sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile, ça c'était bien clair, compte tenu de l'histoire passée. Et en même temps, intérieurement, il était hors de question que j'aille à l'hôpital. Je pense que du fait de la préparation de ma première, j'avais quand même été bien mise en garde sur l'effet cascade des interventions et sur cette pratique médicale très sournoise de te dire après ton accouchement traumatique, heureusement qu'on était là parce que sinon sinon vous sauriez pas. J'ai pas pu tomber dans le panneau parce que j'avais été avertie avant. Voilà. Donc je n'ai pas pu me dire ah là ça s'est mal passé pour la première. Du coup faut absolument que j'y aille, que j'y retourne pour la deuxième. Au contraire, j'avais bien compris que c'était à cause des interventions extérieures que tout s'était dégradé pour ma première. Et ça, il y avait quand même une intime conviction de ça. Voilà, que le respect de la physiologie était primordial pour qu'un accouchement se passe bien, quoi. Est-ce que en y pensant après, tu vois, ce que tu dis là, est-ce que tu arrives à mettre des mots de pourquoi il s'est passé tout ça? Qu'est-ce que toi, t'étais préparée en fait à un accouchement physiologique? Tu savais que des choses comme ça pouvaient se passer? Qu'est-ce qui a fait, est-ce que ça a été la façon dont ils t'ont parlé, ils t'ont pas laissé le choix? Comment ça se fait qu'il s'est passé tout ça en fait? La première chose, ça a été en fait avec ma sage-femme qui accompagnait à domicile. Je ne voulais pas faire de décollement de membrane parce que je ne voulais pas chercher à accélérer le processus. Elle le voulait pour pouvoir m'accompagner et pour que j'accouche rapidement, pour qu'elle puisse m'accompagner dans la naissance de ma fille. Mais moi, je voulais pas au fond. Et elle a mis pression en me disant mais fais-moi confiance, enfin. Mais en fait, tout s'est passé là, en fait, je crois, de me déresponsabiliser, de ne pas assumer mon choix, même vis-à-vis de quelqu'un qui, je pense, me voulait du bien et en fait voulait être là pour m'accompagner. Elle voulait assumer ce pourquoi elle s'était engagée. Donc voilà. Mais en fait, c'est là qu'il n'y a pas eu respect de moi, de mon ressenti vis-à-vis de mon bébé, de mes choix. Et en fait, c'est dans cet instant-là, je crois que tout s'est joué. Et je dirais dans un deuxième temps, quand j'ai su que de toute façon je n'accoucherais pas avec elle, c'est là quand même je me suis dit soit j'accouche toute seule, soit je vais à l'hôpital. La question s'est quand même posée un quart de seconde. Et là je me suis dit non mais attends, t'es folle. Non, bien sûr on va aller à l'hôpital. Mais est-ce que j'ai pris le temps à ce moment-là de me questionner intérieurement sur mes désirs profonds plutôt que d'écouter mes peurs? Parce qu'en fait, ce qui m'a fait aller à l'hôpital, c'est la peur que ça se passe mal, pas l'envie d'aller à l'hôpital. Je pense que tout est là, quoi. Et c'était des instants, en fait, que j'aurais dû... mon rôle à moi aurait été d'être gardienne, en fait, de ma vie intérieure et d'y retourner dans ces moments de choix qui sont quand même assez cruciaux. Et qu'on a vite fait de banaliser puisque tout le monde va à l'hôpital. Comme si ce n'était pas un choix à faire de toute façon.
Donc voilà, je crois que c'est pour ça. Ouais. Et ensuite, à l'hôpital, il se passe ce qui peut se passer dans un hôpital. Donc tout est fait pour que de toute façon, enfin j'aime assez souvent, j'entends des femmes faire ces comparaisons et c'est vrai qu'on peut comparer l'hôpital à un monde carcéral, en ce sens qu'il a ses propres règles. Vous arrivez, vous êtes dépossédé de vos vêtements, vos repères, vous avez un numéro de chambre, enfin tout ça vous déplace de vos repères et fait qu'on est plus fragile et malléable à ceux qui ont une autorité. Et c'est vrai que, bien sûr, les médecins sont pas des bourreaux et enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'univers hospitalier, c'est un univers à part entière qui est clos, qui a ses règles, qui a ses lois, qui a sa hiérarchie et qui n'est pas le monde extérieur. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une bulle et qui fait que quand on rentre dans cette bulle, eh bien, on respecte les règles de la bulle. Enfin, en tout cas, c'est très difficile de savoir dire mais non en fait je reste la même personne qu'à l'extérieur et donc j'impose ma vision des choses. D'autant qu'ils usent pour le coup de manière quasi d'ailleurs inconsciente mais quasi constamment pour le coup de menaces. Si vous faites pas ça, votre bébé va mourir. Si vous faites pas ça, vous prenez des risques. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que gna gna? Est-ce que gna gna? Donc voilà, on est très souvent infantilisé et ramené à la peur de la mort. Voilà, donc ça et tout ça fait que on suit, on obéit, on obéit. Et c'est fait pour qu'on obéisse, puisque eux, il faut que ça tourne, donc c'est normal. Enfin, je veux dire, en même temps, je comprends encore plus aujourd'hui où l'hôpital est régi par beaucoup de problématiques financières aussi. Enfin voilà. On n'est pas dans un monde qui a le temps et qui a besoin d'être à l'écoute de la femme. Ce n'est pas la priorité de l'hôpital. Voilà. Donc, quand on sait ça, on n'en attend pas non plus monts et merveilles. Ah, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, s'ils se rendaient compte que de laisser les femmes un peu autonomes, en fait, leur problématique financière, elle serait peut-être un peu réduite parce que toutes ces interventions, ça coûte de l'argent. Tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. De laisser les femmes autonomes, de leur faire confiance. Ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnel vers elles et de peut-être aller vers celles qui ont vraiment besoin. Et aussi pour l'après, parce que tout ça, c'est aussi des problématiques de dépression aussi qui peuvent survenir. Donc, ah bah oui, oui. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais ça demande vraiment, je pense, un vrai travail de fond des mentalités et même du regard sur la médecine, en tout cas tout ce qui entoure le monde de la périnatalité. C'est sûr que... Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Enfin, c'est très intéressant ce que tu dis. Et toi, donc, toute la physiologie de l'accouchement, tu l'avais apprise avec ta sage-femme ou c'est des choses que tu avais fait par toi-même? Un petit peu. Ah oui, donc pour mon premier accouchement, j'ai suivi. Elle m'avait prêté le livre Intime naissance de Juliette et Cécile Collange, je crois, dans lequel, dans mon souvenir, il y a à la fois une partie témoignage et ensuite tout un descriptif du processus, notamment hormonal, qui se déroule dans le corps pendant l'accouchement. Ça avait été une révélation pour moi. J'avais trouvé ça fascinant de voir la beauté de ce qui se passe pendant un accouchement, quoi. Je trouvais ça incroyable. Donc ça, déjà, ça m'avait quand même bien mis dans l'idée que mon corps était fait pour accoucher et pour créer le lien avec mon bébé. Ça aussi, j'avais trouvé ça très fort, quoi. Tout était allé dans le sens de l'amour, quoi. Ça, c'est quand même merveilleux de se dire ça, quoi. Voilà. Et puis aussi, Le bébé est un mammifère de Michel Audin, qui m'a bien marqué aussi. J'ai trouvé ça tellement, j'ai trouvé son regard très fin, très intelligent, et aussi très fort, quoi, dans l'affirmation que soyons des mammifères, quoi. Enfin, osons affirmer aussi cette part-là de nous-mêmes. Nous ne sommes pas que des cérébraux, quoi. Et il y avait une dimension incarnée, quoi, qui me touchait, enfin, que je trouvais forte, quoi.
Voilà. Et puis j'avais suivi à côté une formation qui s'appelle Naître enchanté, qui pour le coup enseigne un peu une technique pour vivre le travail grâce au chant et à la respiration, pour chanter pour vivre la naissance en chantant. Voilà. Que j'ai utilisé pour pendant le travail de ma première. Mais bon, compte tenu de l'issue, voilà, je peux pas dire que que c'était l'outil du siècle. Et c'est vrai que je m'en suis assez peu servie pour ma deuxième aussi. Mais je pense que ça peut être intéressant pour d'autres. Enfin voilà, je pense qu'aussi ça dépend de chaque femme, hein. Mais l'approche était belle. En tout cas, je trouve, j'aimais l'idée de chant pour enfanter, quoi. Voilà. Ce sont les deux seules, je dirais, préparations en plus de l'accompagnement de la sage-femme, mais qui était très classique. Et voilà, il y avait rien de trop particulier, quoi. Et du coup, pour la deuxième, là, j'ai dit ce sera un accouchement à la maison ou rien du tout, quoi. C'est ce que j'ai dit à mon mari, en fait. Et à l'époque, au tout début de ma grossesse, c'était vraiment par l'absence de choix d'une sage-femme, l'absence de possibilité d'avoir une sage-femme et la peur d'aller à l'hôpital. Au début de la grossesse, c'était ça. Mais c'est vrai que en lisant les témoignages de ces femmes là sur le groupe Facebook, je dois préciser parce que ça fait partie, je pense, de l'histoire. Moi, je suis chrétienne et je voyais que l'approche des femmes, enfin beaucoup d'entre elles, en tout cas, étaient assez dans une spiritualité un peu new age, qui n'est pas mon univers, qui me parle pas trop, enfin qui en tout cas pour certains aspects même me parle pas, quoi. Et je me disais non, mais bon, elles sont dans une approche du monde qui n'est pas la mienne, je pense que ça va pas le faire. Et là, j'ai lu Accoucher par soi-même de Laura Kaplan. Je pensais avoir acheté un bouquin qui allait m'expliquer le pourquoi du comment de l'accouchement non assisté sur le plan pratique. Et en fait, ce livre est vraiment une approche spirituelle de l'accouchement. Et cette fille m'a posé c'est venu me piquer un peu dans mon orgueil aussi en me disant mais ok, tu crois en Dieu, t'as foi en Dieu, et tu crois pas qu'il t'a donné tout ce qu'il faut pour accoucher, quoi. Où est ta foi, quoi? Et je me suis dit mais punaise, mais si je crois, mais en fait effectivement, quoi, mais je dois avoir confiance, surtout en étant chrétienne, qui est la religion de l'incarnation, enfin voilà, où Dieu s'incarne. Mais alors ça veut dire que vraiment, dans ma foi, mon corps de femme, il est parfait, quoi. Il est parfait pour donner la vie. Il va dans le sens de la vie, il va dans le sens de l'amour. Et au moment où toi, t'es mise face à ta croyance, est-ce que vraiment tu le crois? Tu vas te débiner, tu vois. Non, quoi. Et c'est ce bouquin qui m'a fait me dire ça. Et je me suis dit, ok, ces femmes-là, elles ont une spiritualité qui est pas la même que la tienne, mais elles vivent davantage du message en quoi tu crois que toi. Et en fait, elles m'ont donné une leçon, tu vois. Et je me suis dit, mais elles ont tout compris, quoi. Elles ont tout compris. Et je veux le faire aussi, quoi. Je veux y aller. Voilà. Donc, T'es un peu passé de j'ai pas le choix, je veux pas aller à l'hôpital parce que j'ai peur et je veux être chez moi parce que y a pas d'autre choix. Ouais. En fait, non, je veux le faire parce que j'ai confiance en moi, j'ai la foi en mes capacités. D'abord, ça a été, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement. Mais d'abord, ça a été, en fait, je crois en une chose qui est très intime et qui est une certitude intérieure, c'est ma foi. Je crois en Dieu, quoi. Je crois en Dieu. Je crois en un Dieu qui s'est incarné. Donc, c'est ça. Je me suis dit, toi, tu crois pas encore suffisamment en toi-même, mais si tu crois en Dieu, ça doit déboucher sur ça. Tu vois. Au début, c'est d'abord ma foi en Dieu qui m'a permis de m'immiscer dans le chemin de la confiance en moi-même, quoi. Mais j'ai trouvé ça fort que ces femmes qui partagent pas ma foi, elles avaient d'abord confiance en elles-mêmes et tu vois, enfin, et ça les ouvrait quand même, beaucoup quand même témoignent
il se passe quelque chose de spirituel. On l'appelle comme on veut, tu vois. C'est la confiance en la vie, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est autre chose. Enfin, mais il y a une dimension sacrée là-dedans, quoi. Il y a quelque chose dans l'enfantement qui dépasse l'ici et maintenant. Et je voulais vivre ça. Je voulais vivre ça, quoi. Vraiment. Voilà. Et du coup, je l'ai dit direct à mon mari, qui lui était pas chaud au départ, même si il avait également vécu la naissance de la première de manière traumatique. Il se sentait pas prêt d'assumer la responsabilité de ce deuxième accouchement, en fait. Voilà. Et ça a été aussi, sa réaction a été aussi une piste de réflexion pour moi, puisque je me suis dit, en fait, c'est ça aussi une des clés, c'est que pour la première, finalement, qu'est-ce qui a fait que je suis passée de un accouchement à la maison à l'hôpital? C'est le fait de faire porter la responsabilité de l'enfantement à quelqu'un d'autre que moi. Et c'était juste de la part de mon mari de me dire ça, dans le sens où en fait ce n'était pas à lui d'endosser la responsabilité de cet accouchement, c'était à moi. Et en fait et je pense que c'est la grosse différence entre un ANA et un AAD, c'est justement finalement dans un AAD on continue de faire reposer l'accouchement sur une autre personne que soi-même. On est dans l'attente que cette sage-femme, finalement, gère l'accouchement. C'est nous qui accouchons, certes, on est à la maison, etc., mais on est toujours dans cette optique et de suivi médical, et de regard médical sur ce qui se passe, et de se laisser conduire par quelqu'un. Voilà. Et la démarche des femmes qui choisissaient l'ANA, en tout cas, je voyais qu'il était radicalement opposé à ça. L'idée, c'est quand même de se dire, c'est moi qui accouche, c'est mon corps, et je vais le faire, je suis responsable. Et finalement, et c'est un des points qui m'a émerveillée et à la fois attirée, je pense, c'est de voir que ces femmes assumaient pleinement l'idée que je donne la vie à un être mortel. Assumer de donner la vie, c'est assumer l'idée pleine que je donne aussi la mort avec cette vie. L'intensité du bonheur qui est vécu est à la hauteur de la responsabilité qu'on prend, en fait, dans cet accouchement, quoi. Donc, évidemment, quand on est avec une sage-femme, bah, quelque part, il y a quelque chose de notre responsabilité qui est remis à cette personne. À l'inverse, voilà, quand on accouche seul, ou qu'avec son mari, mais de toute façon, ça veut dire qu'on assume seul. Alors, certes, l'enjeu est grand parce que la responsabilité est immense. C'est celle d'une vie, même de 2 vies, en fait, qui est en jeu. Mais du coup, quand c'est assumé, bien le bonheur qu'on en tire est extraordinaire parce qu'on a osé assumer quelque chose de cette amplitude là, quoi. Et je pense que c'est ça qui distingue un peu et qui donne le côté merveilleux au récit d'accouchement en ANA, c'est que on assume la vie et la mort à plein, quoi, à plein. Et parfois, moi j'ai même vu des témoignages de mamans ayant accouché en ANA qui se terminent en décès. Et elles ne regrettent pas. Elles disent, mais je refais pareil. Ce qui est le signe quand même de quelque chose ouais, c'est très fort, quoi. C'est très puissant, quoi. De pouvoir dire ça, c'est que il s'est joué quelque chose dans ce choix de plus grand que juste la sécurité où elles ont donné la vie, elles assument que ça donne la mort. Faut pouvoir l'entendre, hein. Ça demande déjà un cheminement intérieur assez fort et assez costaud pour aller jusque là, quoi. Moi j'admire ces femmes qui ont vécu un drame mais c'est le signe quand même que qu'il se joue quelque chose de plus grand que nous
là-dedans, quoi. Et ça, pour moi, c'était très fort parce que c'était authentique, c'était en vérité et c'était intègre, quoi. Il y avait quelque chose qui ne cherche pas à se voiler la face, voilà. Et c'est vrai, quoi. Est-ce que j'accepte? C'est une question qu'on doit se poser personnellement. Est-ce que j'accepte de donner la mort, en fait? Et finalement, la question derrière, c'est est-ce que la vie vaut la peine au point d'accepter l'idée de la mort, quoi? Et c'est très fort de se poser ces questions-là. Parce que ça nous remet face à notre responsabilité et à notre choix, finalement, d'être parents. Concrètement, enfin voilà, on peut voir le côté tout cuit, c'est mignon, c'est un petit être nouveau, c'est de la vie. Ben non, pas que. En fait, c'est de la vie de quelqu'un qui va mourir, quoi. Est-ce que la vie vaut le coup à ce point-là? C'est une vraie question. Et j'étais contente de me la poser et de pouvoir rechoisir, de dire oui, malgré tout ça. Malgré la souffrance, malgré la possibilité de maladie, malgré la mort, la vie vaut la peine, quoi. C'est très fort. Enfin, je trouve ça hyper fort de se laisser traverser par ces questions existentielles, quasi métaphysiques, en fait, quoi. Parce que ça nous remet aussi, nous, en tant que femmes, et hommes, enfin, dans le sens du couple, quoi, dans une des plus grandes dignités que nous portons, celle de pouvoir transmettre la vie, quoi. C'est très fort. Et donc voilà. Donc là, je me suis dit, ok, ben ma grande, voilà, c'est devenu comme plutôt un désir du coup, quoi. Voilà, je voudrais faire ça. Voilà, je veux vivre ça. Je veux transmettre la vie et je veux assumer pleinement cet acte d'enfantement. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Et donc, s'en est suivi un temps d'introspection où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui, et pour le coup, j'ai écouté mes peurs. Quelles sont tes peurs, quoi? Qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui de le faire? Pourquoi tu n'aurais pas envie de le faire? Vraiment, j'ai questionné et j'ai listé. Concrètement, j'ai fait une liste sur mon bout de papier. J'ai peur de l'hémorragie, j'ai peur de mal vivre le travail, de désespérer, j'ai peur de ceci, cela. J'ai fait toute une liste et je me suis dit, je ne ferai le choix de cet accouchement autonome que si j'ai une réponse en face de chaque élément et chaque peur. Donc s'en est suivi un vrai travail, vraiment un travail de recherche intellectuelle aussi, et intérieur, quoi. Ça a été un voyage, cette grossesse, quoi. Où j'ai été très marquée par le livre, du coup, Accoucher par soi-même. Là, c'était plus sur le questionnement spirituel, mais ensuite la naissance naturelle de Inamé Gaskin a été un vrai pas, parce que pour le coup, il y avait plein de réponses sur le plan médical, des risques. Ça remettait en face la réalité de ces pseudo pourcentages de risque qu'on te sort tout le temps à l'hôpital, et ça fait du bien, voilà, d'avoir un objet de comparaison avec des naissances naturelles et non pas que des comparaisons dans l'ordre du pathologique, quoi. Donc ce qui remet un peu de réel dans le regard, quoi. Et puis différents j'avais réussi à avoir aussi accoucher à domicile selon vos termes, qui à l'époque était en anglais, mais là qui traitait plus concrètement des problématiques, toutes les problématiques qui peuvent arriver pendant un accouchement et comment les résoudre si on y est confronté. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire médicalement, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, comment résoudre, etc. Donc ça avait été sur l'aspect plus pratico-pratique. Et puis après, en couple, il nous a été offert la préparation à la naissance de Quantique Mama, donc de Karine. Donc on avait les trois, le pack des trois, préparation à la naissance, transcender la douleur et un post-natal optimal.
Et alors ça a été super parce que ça a été pour le coup, une préparation qu'on a regardée en couple. Je trouve que le format est génial parce que voilà, on n'est pas obligé de s'infuser 3 heures de vidéo d'un coup. Ça peut être 2 vidéos de 3 minutes ensemble, voilà, à notre rythme, comme on veut. L'accent québécois a beaucoup de charme, donc ça fait tout passer. Non, mais voilà, c'était très sympa. Et je pense que pour mon mari, ça a été ce qui lui a permis d'aller progressivement, voilà, de lui rappeler l'importance de la physiologie, de lui montrer à quel point ça avait du sens. Et petit à petit, l'a conduit en fait à accepter de plus en plus mon idée. De toute façon, il voyait aussi que moi, je me radicalisais dans mon optique, donc voilà. Et pardon, je suis un peu longue, mais je voudrais aussi insister sur un autre point de cette grossesse qui a été fondamental, parce que à côté de ça, on est quand même plus ou moins tenu de faire un suivi de grossesse, voilà. Donc au début, je suis restée en errance volontaire, je suis passée d'un médecin à un autre, je jouais les filles qui déménageaient sans vraiment le faire, et à la recherche en fait d'une sage-femme qui puisse clairement en fait me foutre la paix par rapport à ça. Et je dois dire que je suis tombée sur une perle, voilà, une sage-femme qui ne pratique pas les accouchements à domicile, elle me l'a dit clairement. Mais d'abord, elle m'a entendue. J'ai été hyper touchée parce qu'elle a accepté d'entendre que j'avais vécu un accouchement traumatique et qu'effectivement, il était possible qu'à l'hôpital, on vive des choses traumatiques. En fait, elle-même était passée en libéral parce que elle avait vu des choses qui, je pense, ne lui correspondaient pas. Et ça a été tellement guérissant d'avoir quelqu'un du corps médical qui entende. Voilà. Et là où elle a été, alors bon, elle était mignonne parce que moi je lui ai dit aussi, j'ai joué franc jeu avec elle. Je lui ai dit, moi si j'ai la possibilité, j'accoucherai chez moi. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et elle a été dans son rôle normal. Elle m'a dit, moi je peux pas vous encourager à ça. Mais elle m'a pas dit, vous êtes folle. Voilà. Elle m'a dit, moi je ne peux que vous dire qu'il faut pas le faire. Mais je me suis jamais sentie jugée. Elle entendait mes choix et elle m'a respectée. Voilà, elle m'a respectée. Ça, c'était très fort. J'ai eu juste avant un rendez-vous avec une gynéco, ça avait été lunaire, quoi. Justement dans l'infantilisation, enfin bref. Et là, vraiment très touchante pour ça. Et plus encore. Donc elle va essayer de me mettre en lien avec un hôpital pour assurer la fin de suivi de grossesse notamment, enfin voilà, parce qu'on est censé pour le coup ne plus enfin voilà, aller en structure s'enregistrer là-bas, etc., pour préparer l'accouchement. Et elle a voulu que je le vive bien au point qu'elle m'a donné le numéro du chef de service du service natalité. Et elle m'a dit, écoutez, je pense qu'il serait bon que vous l'appeliez et que vous lui racontiez votre premier accouchement aussi. Et j'ai été aussi très touchée parce que ce docteur est resté 45 minutes au téléphone avec moi, à écouter ce qui s'était passé pour mon premier accouchement, à me dire que c'était pas normal. À pas comprendre ma démarche, hein. Il comprend pas ce retour aux enfantements naturels, machin. Pour lui, c'est un peu un délire. Mais quand même, il était humain, quoi. En fait, il a été humain. Il a accepté d'entendre que ça se passait pas toujours bien. Il a accepté de reconnaître que l'hôpital avait pas forcément joué son job. Et il a accepté de comprendre que je puisse refuser certains protocoles. Voilà. Et il a entendu, quoi. Et là où vraiment je bénis cette sage-femme d'avoir permis tout ça, c'est que elle m'a rendue libre en faisant ça. Je crois que ça aurait pas été juste de vivre un ANA que parce que il était hors de question que j'aille à l'hôpital. J'ai fait un ANA parce que je l'ai choisi vraiment. Je n'avais plus peur de l'hôpital vu qu'elle avait préparé les conditions pour que, alors bien sûr c'était pas mon premier choix, mais pour que si j'y allais, ce soit pas dans la peur en fait. Et ça a été, je dirais, la cerise sur le gâteau de cet accouchement, c'est que je suis arrivée au jour du terme sans peur.
sans peur de l'hôpital, sans peur de l'accouchement seul, sans peur, quoi. Et ça a été ça l'immense cadeau de cet accouchement, c'est de comprendre que vraiment le pire ennemi de l'humain, c'est la peur, quoi. Mais sous toutes ses formes. Et que là où il y a une peur, il y a quelque chose à régler, quoi. Et ça, je pense que ce sera une de mes plus grandes leçons de vie, même pour la suite. Enfin, je vois aujourd'hui que ça porte du fruit encore, quoi, que, là où il y a peur, il y a quelque chose à aller creuser. Parce qu'il y a quelque chose qui doit me rejoindre. Et c'était pas juste, voilà, que je garde cette peur de l'hôpital. Voilà, donc ça, c'était très beau, et c'est grâce à cette sage-femme que j'ai pu vivre ça. Enfin, voilà. Alors, je suis arrivée au terme. Du coup, j'ai eu mes rendez-vous à l'hôpital pour voir si tout se passe bien. Tout était nickel. Donc voilà, on a fait les contrôles, les examens du jour du terme, et puis je suis repartie chez moi. Et le soir, je travaillais au bureau avec mon mari, et là j'ai perdu les os, enfin, où ma poche des os a fissuré, quoi. Donc on s'est dit, ah bah ça y est, c'est pour ce soir. Il devait être, je sais pas, 22h30 quand c'est arrivé. Et là, ah oui, non, pardon, je dois dire juste avant. J'ai du coup aussi pas mal préparé mon post-natal, contrairement à ma première. La formation de Quantique Mama nous a bien préparé à ça. D'autant que quand on a déjà un enfant, forcément il y a des problématiques supplémentaires. Et du coup, il y avait notamment ma belle-sœur qui était venue aux alentours du terme pour nous aider et pour me soulager de la garde de mon aîné. Et là encore, je pense que juste, enfin peut-être la veille ou l'avant-veille de la naissance, il y avait quand même des petits doutes qui réémergeaient. Enfin, c'est quand même un grand saut dans le vide. Et j'ai été très touchée là aussi du rôle de ma belle-sœur, qui est chrétienne comme moi, et on a prié ensemble. Et je lui ai demandé de prier pour moi pour cet accouchement, pour savoir si c'était bien ça qu'il fallait que je fasse. Enfin, voilà. Et ça a été un très beau moment entre nous deux, et où elle a eu des paroles très inspirées, et où elle a notamment pris un passage de la Bible au hasard, on va dire, et qui vraiment laissait entendre que c'était le moment pour moi d'être relevée, de retrouver ma dignité, ma force. Et ça a été un vrai cadeau aussi avant de me lancer. Voilà, quelque part ça venait me réancrer dans cette certitude que je portais, mais parfois comme une flamme un peu vacillante. Voilà, ça venait réallumer le feu, quoi, et ça m'a mise vraiment dans la confiance en me disant, ok, c'est bon, cette fois ça va être puissant, quoi, ça va bien se passer, ça va être fort, quoi. Donc voilà, je voulais redire ça parce que comme on disait, je pense qu'il y a quelque chose de sacré qui se passe dans ces moments-là, et que c'est important d'avoir ces temps d'intériorité pour entendre. Alors chacun selon sa modalité, mais de se remettre à l'écoute de ce transcendant, quoi. Voilà. Et donc voilà, bon, au jour du terme, je fissure. Mon mari, trop mignon, me dit, ok, vas-y, pars dans ton vortex, pars dans ta bulle. Moi, il a eu l'attitude parfaite, ni là à côté de moi, ni absent totalement. Il a préparé la maison, il a mis des bougies partout, installé des alaises sur le canapé pour que je puisse y aller. Il s'est mis à préparer un gâteau au chocolat pour qu'il y ait des bonnes odeurs dans la maison. Enfin, c'était détendu, c'était beau, c'était le soir, il y avait juste les lumières des bougies. Moi, j'ai mis une musique de fond,
très paisible pour vivre ça bien quoi. Il avait mis des différentes accroches sur nos poutres pour que je puisse me suspendre pendant le travail. Et en fait, voilà, moi je me suis dit bah là, ok, c'est le moment où faut que tu te laisses partir. J'avais amassé un tas de connaissances incroyables sur l'accouchement et en même temps, je sentais bien que l'enjeu était pas là. Ça se passait dans est-ce que j'accepte de me laisser prendre quoi est-ce que j'accepte de laisser mon corps prendre le dessus quoi, de le laisser mener la danse. Et à ce moment-là, il faut oublier tout ça. Toutes ces connaissances servent à rien. Les connaissances, c'est pour le mental, c'est pour les peurs en fait, c'est pour répondre à la peur. Ça ne sert absolument à rien au moment de l'accouchement. Je pense, enfin, je crois. Et au début, bah voilà, j'étais beaucoup dans la mobilité, j'ai beaucoup marché, je poussais des petits cris pour aider, enfin voilà, j'essayais de vraiment être flex sur mon bassin, et puis bah les contractions s'intensifiaient, et puis à un moment j'ai senti, là c'était entre moi et le divin, entre moi et mon bébé. Et j'ai demandé à mon mari de partir. Je lui ai dit, va te coucher, s'il te plaît, laisse-moi. J'avais besoin d'être seule, quoi. Et là, a commencé un moment, c'était mystique, c'était cosmique, je sais pas. C'était moi, mon bébé, le corps, la nuit, et tout cet au-delà, tellement là, à ce moment-là. Euh, toutes les femmes, enfin, quelque chose, ouais, c'était fou, quoi. Un moment hors du temps, euh, entre, dans lequel on entre, un chemin dans lequel on entre par des contractions. C'est très étonnant, quoi. Je sentais au début vraiment cette espèce d'ambivalence entre douleur et abandon. Parce que j'accepte de lâcher, quoi, à chaque contraction. Il y a quand même quelque chose de la volonté qui doit se jouer à chaque contraction, quoi. Que j'accepte de lâcher prise, est-ce que j'accepte de dire oui. C'est très beau à la fois parce que ça demande vraiment notre plein consentement et en même temps... et en même temps, il y a cette douleur, quoi, qui est là, hein, quand même. On peut pas dire, il y a quelque chose, quoi. Mais quand on accepte le lâcher prise, bah ouais, ça se transforme, quoi. C'est magique, ça se transforme. Et, euh, et petit à petit, en fait, alors j'ai espéré, on est à la campagne, mais quand même, j'ai espéré qu'il y ait pas trop de voisins en promenade avec leurs chiens à ce moment-là, parce que il y avait juste les lumières de la bougie. J'étais à moitié nue dans mon salon, en train de faire des mouvements. Et là, à un moment, je me suis mise à danser. Et j'ai eu cette image qui est venue. Je me suis vue comme ces pissenlits quand ils sont juste en petit parachute là. Et qui était agité par le vent et avec justement des petits parachutes qui partaient à chaque contraction, quoi. Et vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression de vivre et d'être cette image. Il fallait que j'accepte de me laisser chahuter par le vent pour que ça sème, quoi. Ça s'est imposé à moi, cette image. Je l'ai pas voulu, je l'ai pas amené, quoi. Et du coup, je suis partie dans une danse. J'ai fait le pissenlit dans mon salon. mais, mais voilà. Et c'était beau. C'était fou. Et voilà. Et ça a été très beau. Et voilà. Je sais pas combien de temps ça a duré. A priori, à peu près 2 heures et demie, je pense. Jusqu'à un moment où là, la douleur m'a rattrapée. Tout d'un coup, paf, c'est devenu trop fort. Trop fort.
Donc là, j'ai envoyé un texto à mon mari, reviens, je souffre. Il est revenu. Et là, c'est lui qui a pris le relais. Et, ce qui est marrant, c'est que j'ai senti absolument, mais aucune panique. Je m'attendais à parce que moi, je commençais à angoisser. Enfin, je me suis jamais dit, faut que j'aille à l'hôpital ou même je vais mourir. Je me suis jamais dit ça. Mais c'était plutôt, en fait, j'ai plus de piles. Je vais tomber en rade. J'avais vraiment l'idée que c'était plus possible. Enfin, j'avais plus la ressource en fait, et que j'allais comme tomber de fatigue quoi. Je pouvais plus. Et mon mari, par son attitude, bah lui m'a dit plus tard que en fait, il m'a vu tellement dedans qu'il savait que c'était bon, que j'avais réussi à prendre le chemin en fait, que ça allait bien. Euh, Et donc il m'a dit, enfin j'étais à genoux à ce moment-là, et il s'est mis assis devant moi, et il m'a dit vas-y prends mes mains, enfonce tes ongles. Et là pour le coup ah oui pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant toute cette période du pissenlit là, je n'ai pas euh, eu un cri, un mot en fait. J'étais que dans le souffle, que des grandes respirations. C'était tout dans le silence. Ce qui a rajouté au côté magique, parce que bah avec des contractions plus violentes, je m'attendais à crier plus fort. Et puis en fait, au tout début du travail, je vocalisais, mais je me suis rendu compte que le fait de m'entendre crier, ça augmentait en moi l'idée que ça faisait mal. En fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer sans vocaliser. Et en fait, juste ce souffle-là, bien tenu, bien expiré jusqu'au bout, en fait, ça m'aidait à rester paisible à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Mais alors là, par contre, à la dernière partie, du coup, on était à la période de désespérance, quoi. Bah là, je hurlais parce que bah, c'était trop fort, quoi. C'était trop violent. Et donc, bah, il a gardé quelques cicatrices sur les mains. Mais voilà, il m'accompagnait en disant, vas-y, je suis là, t'es forte, tu vas le faire, c'est super, t'avances bien. Que des paroles rassurantes. Enfin, voilà, il avait été bien formé par Karine avant. À ce moment-là, il a joué son rôle d'homme, il a été un vrai gardien pour moi, était fort, quoi. Il a puis vraiment une attitude, c'est plus intérieur qu'extérieur, quoi. Il était en paix, il était ancré, quoi. Et moi, bah, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Et donc, j'avais juste à me laisser traverser par la violence par la force de l'enfantement, quoi. Il y avait rien d'autre à faire, et j'étais plus seule, en tout cas. Et puis, à un moment, bah voilà, j'ai senti qu'il fallait que je me déplace, j'étais comme, je cherchais, quoi. Mais c'est pareil, c'est des moments, c'est fort parce que on est tellement dans l'instant. J'ai jamais vécu ça. C'était parce que penser à la seconde d'après serait trop dur. Penser à ce qu'on vient d'éprouver est pas possible parce que c'est trop intense sur le coup. Et donc on est parfaitement et, et de manière incroyablement présente au présent, quoi. Et ça aussi, ça fait goûter à l'éternité en fait quelque part. Hein. C'est parce que ouais. On est, quoi. On est. Grand E majuscule. On est. Et ce qui aboutit à on est NE parce qu'elle arrive, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est ce moment-là, quoi. Et, et je me suis mise à genoux à côté de mon piano et là, j'ai commencé à hurler, enfin, à avoir des cris beaucoup plus animaux, quoi, animaux, très poussés, quoi. Et, euh, Et mon mari était là et puis, je sais pas, ouais, 2 minutes après, il voyait sa tête et il l'a recueillie dans ses mains et il me l'a donnée. C'est, ouais, c'est des moments, c'est fou. C'est fou. Mm. J'aime beaucoup,
un autre point qui m'a beaucoup marqué de ces femmes que j'entendais témoigner. Elles ont une vision de la sexualité aussi qui est sacrée, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette idée que, en fait, l'accouchement, l'enfantement n'est qu'un prolongement de l'acte charnel, quoi. Et je trouve ça trop fort, quoi, parce que, oui, c'est comme si dans ces moments d'amour intense, en fait, là encore, on est dans un moment mystique. On n'est pas dans le temps chronologique. On est dans un temps, Karine, un temps quantique, dirait ça, mais un temps que je dirais spirituel, un temps d'éternité, quoi. Donc, ce don mutuel des corps, cet amour incroyable où l'homme pose sa semence dans notre corps, eh bien nous on redonne de manière magnifiée en donnant un enfant à son mari, quoi. Je trouve ça incroyable, c'est tellement beau, ça vient donner tellement de sens, enfin, et ça magnifie tellement la femme parce que à partir d'un micro spermatozoïde, elle en fait un enfant pour son homme, quoi. Ça dit des choses tellement belles sur l'altérité, sur le couple, sur l'amour, sur ce qu'on est capable de faire ensemble, en fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux et donc qu'il puisse comme ça la recevoir là où lui s'est donné, c'est fou. Enfin, c'est à la fois, ça peut sembler très cru ce que je dis, mais en même temps enfin justement, j'ai envie de dire, mais ça manifeste à quel point on est quelque part, on n'est pas à la hauteur de la du côté merveilleux du diamant qu'est la sexualité et l'enfantement, et c'est vraiment des lieux mais de contemplation infinie, quoi. On pourrait en parler pendant des heures tellement c'est incroyable et tellement ça nous dépasse. Et vivre ça, voilà, là, nous, enfin, voilà, il y avait ces chants, j'avais mis des chants monastiques en arrière-plan, cette lumière des bougies, la nuit, le fait que, voilà, ça paraît très fort, cette idée que les hormones de l'accouchement sont les mêmes que celles du plaisir pendant l'acte sexuel, et que du coup, bah, ça demande les mêmes conditions, quoi, que il faut cette obscurité, il faut ce plaisir, il faut cette confiance, il faut et là j'avais ça parfaitement, quoi. J'avais mon odeur de chocolat, les chants monastiques, la lueur des bougies, la présence aimante et forte de mon mari aussi. Et puis moi, voilà, j'étais couronnée, quoi, j'étais couronnée en étant à genoux aussi, quoi. Ça, c'est fort, quoi. C'est beau, ça dit des choses profondes, je pense, quoi. On donne la vie en étant accroupi, quoi. Enfin, waouh, quoi. euh, bon, et voilà, et puis bah c'était tout. Enfin, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est simple un accouchement, hein. Il y a pas grand chose, mais Bah, il y a encore un placenta, là, tout quoi. ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, après? oui. Bah ouais, après, juste, bah, on se dit waouh, et en même temps, je me suis relevée peut-être une minute après. Je me suis dit, mais ça y est, c'est que ça. Enfin, j'ai été émerveillée de la simplicité. J'avais personne pour m'emmerder, pour me dire, attends, il mesure combien, faut le peser, machin. Enfin, non, en fait, c'était nous, c'était notre cocon, c'était notre salon, c'était tout simple. Le monde était pas là. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fichait. Il y avait pas de, c'était banal. En fait, c'est ça qui m'a émerveillée. C'était tellement banal, tellement simple. Et parce que j'avais en mémoire ma première, quoi. La horde de médecins, d'aides-soignantes, d'infirmières, les bips, les mesures, les chiffres, les pansements, les trucs, les piqûres. Non, là, bah, en fait, c'était fini, quoi. Enfin, on se prend un thé et on savoure et ça va, quoi. Mais juste, on est un de plus à la maison, quoi. C'est incroyable, incroyable, cette simplicité. Et en fait, on a savouré avec Marie, on a fait, mais c'est tellement simple.
Mais c'est incroyable. En fait, on s'est refait tout le premier accouchement en se disant, on n'a pas ça. Il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ça. C'est incroyable, il y a pas ça. Et puis gros cadeau parce que le soleil s'est levé quelques minutes plus tard. Euh, on avait cette lueur du soleil dehors. Puis on rencontrait notre petite puce, quoi. Et puis le placenta, en fait, pareil, bon bah j'avais tout bien fait, j'avais préparé mes huiles essentielles, mes teintures mères, etc. Voilà. Mais en fait, très simplement, j'ai même pas chronométré en fait. À un moment, je me suis dit, ah, bah, enfin, c'était juste gênant parce que j'avais mon bébé dans les bras et qui était toujours relié au placenta. Et je me suis dit, ah, ouais, je veux me débarrasser de ça. Enfin voilà, naturellement. Et puis bah je me suis mise debout, j'ai poussé un tout petit peu, paf, c'est tombé, voilà, tout bêtement quoi. Et, et oui, si, ce que je voulais dire aussi, ben voilà un détail, je fais des gros bébés, à chaque fois ils font 4 kilos. Et bah, un des trucs aussi qui m'avait fait peur, c'était la dystocie des épaules, de pas que l'enfant puisse pas passer. Enfin, voilà. Et voilà, au moment, alors il y avait tout un tas de positions qui étaient conseillées pour aider. Je veux juste parler de l'intelligence du corps qui est incroyable. Dans ce moment, j'étais pas capable de penser aux positions machin. Je me suis mise dans une position et à un moment, une de mes jambes s'est mise dans une position hyper bizarre et ça s'est mis à trembler hyper fort. Ça a impressionné mon mari parce que ça a tremblé, tremblé, tremblé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, moi, j'étais complètement dans l'instinctif à ce moment-là. Mais je pense que voilà, c'est ce mouvement-là qui a permis à ma fille de passer sa tête comme il fallait à ce moment-là. Rétrospectivement, voilà, j'ai compris ça. Mais voilà, tout ça pour dire que enfin, j'ai juste été fascinée par l'intelligence du corps, quoi, qui sait tout ça. Qui c'est rien du tout. Enfin, c'est simple, quoi. Et, et c'était fou parce qu'une demi-heure après, on était sur notre canapé avec le bébé. Et puis, j'ai dit à mon mari, mais je veux recommencer ce soir, quoi. C'était fou. Je commençais à redescendre et alors que pour ma première, au même moment, je pouvais dire je suis pas remise de l'accouchement de ma première, mais je veux bien recommencer cet accouchement-là ce soir, quoi. Incroyable, incroyable. Et voilà, et bon, je sais pas si on a fait ça de manière protocolaire pour le cordon, mais voilà, bah, très simplement, on a stérilisé une corde, enfin une ficelle qu'on a mise à bouillir, on a stérilisé des ciseaux, on a fait un espèce de garrot, quoi, on a clampé le cordon avec la ficelle, et puis après on a coupé, voilà. Je n'ai pas mangé, je suis pas allée aussi loin que certaines, mais ce sera peut-être pour une prochaine. J'ai pas mangé mon placenta, j'ai pas, voilà, mais en tout cas, voilà, c'était très simple, y a pas eu de truc particulier, et on a juste savouré, quoi, on a savouré le bonheur d'être que tous les deux, sous les trois, de présenter, c'était fou ça aussi, quand ma petite, du coup, s'est levée, mon aînée, elle est venue dans notre chambre, elle a pas compris tout de suite. On a dit, t'as vu, t'as une surprise. Et puis, elle comprenait pas. Et puis là, elle a vu ce petit bout de bébé. Et ça, c'est magique. Enfin, pareil, quoi. Je me suis dit, mais surtout que j'ai accouché en période Covid, quoi. Ça aurait été quoi ça se trouve, elle aurait pas pu l'avoir. Ou avec un masque, je se connais. Enfin, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur de vivre ça comme ça. Simplement, il n'y avait rien de compliqué. la, Finalement, en fait, mon ultime peur, qui est restée pour le coup, c'était la déclaration à la mairie. Finalement, hein, in fine, de toutes ces études, toutes ces temps passés à lire, etc. Ma seule crainte, elle était administrative, quoi. Est-ce qu'on allait être de ces parents qui sont poursuivis pour avoir osé enfanter librement, quoi. En gros, c'était ça. Bon, Dieu merci, ça s'est pas passé comme ça. Ça a été bien accueilli, pas de problème.
Mais c'était ma seule crainte, en fait. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses que ça t'a guéri un peu de ton premier accouchement? Je dirais que c'est différent. Oui, si, je pense. Si. Ça m'a guéri vis-à-vis de moi-même, dans mon regard sur moi-même, sur mon corps, ouais, ça m'a guéri. Maintenant, il y a des choses qui restent dans le lien à ma fille, tout simplement, quoi. Justement, de par, j'ai vu la simplicité ensuite avec ma deuxième. Ce fameux instinct maternel dont on parle, de savoir pourquoi ton bébé pleure, de savoir ce qui se passe, de savoir son besoin, de l'anticiper, ça, je l'ai vécu avec ma deuxième. Ma première, c'était, je comprenais, j'étais terrifiée parce que je savais que ce bébé n'avait que moi, enfin, moi et son père, mais n'avait que nous, et j'étais, mais complètement étrangère à elle, quoi. Et c'est horrible de ressentir ça, parce que qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour t'apporter ce dont t'as besoin. J'étais perdue, quoi, perdue. Avec ma deuxième, ça roulait comme sur des roulettes. Tout était très instinctif. Bon, alors certains diront c'est parce que c'est la deuxième. Certainement que ça joue, forcément, quand on a eu un premier bébé. Mais j'ai senti ce côté animal de lien à mon enfant. Et j'ai adoré ça. Enfin, voilà. Je suis pas une nana très maman dans l'âme. Enfin, voilà. Je suis vite gavée par les bébés, les nourrissons. C'est pas comme je suis un peu trop certainement cérébrale, le côté soin du bébé, je suis vite agacée et c'est pas mon truc, quoi. Mais là, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça avec ma deuxième parce que en fait, ça répondait à quelque chose à l'intérieur, quoi, qui était tissé, quoi, entre nous. Et puis à l'inverse aussi de ce qui s'est passé avec ma première, dans le lien avec mon mari, ça a été incroyable. Quand Karine parle d'une explosion d'ocytocine qui réarrive dans le couple et que c'est un nouveau coup de foudre à trois, mais on l'a totalement expérimenté. Et même encore aujourd'hui, quand on parle de cette deuxième enfantement, mais on a des étoiles dans les yeux tous les deux. Parce que lui aussi, moi, ça m'a couronnée comme reine, quoi. Je suis devenue une femme pleine, voilà. Mais lui, ça l'a aussi assis dans son rôle d'homme, quoi. Il était, ouais, c'est un sacre aussi pour l'homme, quoi, qui devient protecteur du jardin de sa femme, quoi, qui est là, qui se tient, qui est un roc. Il a été un roc pour moi. Donc, c'était merveilleux de pouvoir se contempler l'un et l'autre dans des rôles très différents, mais où on était chacun magnifié quelque part, quoi. Ça c'est magique. C'est magique. Et donc, ouais, je rejoins tellement ce cri de Karine qui dit mais arrêtez de voler l'ocytocine des parents, quoi. Ces naissances là, moi ça me rend malade de penser à ce qu'on fait vivre aux familles. Parce qu'après, c'est tellement intense la vie avec un nourrisson, c'est quand même exigeant, quoi, en termes de don de soi, de temps, de bousculement pour le couple. Il faut cette explosion, cette boule de bonheur au début si on veut tenir dans la suite, parce que c'est un gros marathon, quoi, quand même, après, de tenir à éduquer un enfant pendant 18 ans et encore plus, quoi. Voilà, et la nature est bien faite, quoi. La nature est bien faite. Il y a ce qu'il faut. Ouais. Et là où ça m'a guéri, je pense que c'est qu'au moins, voilà, avec cette naissance de ma deuxième, ça m'a donné la force aussi pour encore plus chercher à restaurer et accompagner ma première, tu vois. Quelque part, la naissance de la deuxième a été tellement belle que c'est venu récupérer mon aîné et
bah voilà, de l'emmener dans cette boule d'amour aussi. Et j'espère lui apporter tout ce que j'ai pas pu mieux donner pour elle, pour sa naissance, dans le contexte qui était le sien, quoi. Tu nous as vraiment dit des choses très profondes. Euh, Si tu avais quelque chose à dire à une femme qui a peut-être eu un premier accouchement un petit peu difficile, comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? N'aie pas peur. N'aie pas peur et écoute-toi. Avant tout, et vraiment la réponse est en nous, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Allez voir la peur. Qu'est-ce qu'elle a à Ouais. te dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle a à t'enseigner? C'est très très profond tout ça. Mais ouais, ouais, la peur, malheureusement, elle est un peu à la source de beaucoup de problèmes, donc c'est un très bon conseil. C'est c'est pas de moi, c'est l'enseignement de ce parcours. Hmm. C'est ça. Ah si, c'est toi. Oui, ben c'est de moi, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est reçu, quoi, aussi. Ouais. C'est reçu. Ouais. Il y a des trésors derrière nos peurs. Hmm. Des Ouais. trésors. Bah, t'es la preuve parfaite. Elisabeth, merci beaucoup pour ton Non, bah, merci. témoignage. Ouais, ça donne, franchement, ça donne envie. Euh, c'est toujours quelque chose que je me suis un peu demandé. Et en fait, tu m'as fait un peu réfléchir avec quand tu dis d'avoir une sage-femme, même à domicile. En fait, tu te reposes encore sur une figure médicale. Et, quand tu fais déjà ce pas vers je veux un accouchement à la maison, c'est parce que normalement tu devrais avoir confiance, que voilà tout va bien se passer, etc. Et donc en fait d'aller encore plus loin que ça, de se dire bah, si tu fais cette démarche-là, en fait t'as peut-être pas besoin de quelqu'un. Ouais. Et c'est Ouais, ouais, non, peut-être mais c'est sûr. peut-être que si toi t'avais eu cette sage-femme, la première que t'avais rencontrée, peut-être que ton expérience elle aurait été un petit peu dérangée, tu sais, par une présence qui n'était pas votre couple. Ouais, bah, surtout la liberté, en fait, être libre, Ouais. se sentir Ouais. libre. Est-ce que je me sens vraiment libre? Dans tous les cas de figure, quoi. Je Hmm. pense que c'est ça le bon indicateur. Parce que tu vois, je me suis vraiment pas interdit d'aller à l'hôpital. Ouais. Je voulais être à l'écoute de ce que ça disait. Je suis très touchée de voir que les femmes qui choisissent l'ANA, c'est pareil, beaucoup témoignent que bah, elles étaient vraiment dans une optique d'ANA, c'était super, mais à un moment, elles ont senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et Hmm. donc elles vont à l'hôpital, et les 3 quarts du temps, c'est parce qu'effectivement, il était bon à ce moment-là d'aller à l'hôpital. Ouais. Et ça, je trouve ça, en fait, on fait les bons choix si on s'écoute. Mais donc il faut être libre, il faut être vraiment libre, quoi. Et oui, oui, libre et s'écouter soi-même. Euh, Pas que ce soit important spécialement, mais j'aimerais te demander quand même si comment ça a été reçu ton entourage. Est-ce que tu leur avais dit avant ça j'ai ma petite idée, mais bon. Et après, comment est-ce que ça a été reçu? J'ai vite compris. J'ai commencé à en parler à quelques personnes. J'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête, Ouais. puisque j'étais dans mon travail sur mes peurs, parce qu'en fait, les gens te remettent toutes leurs peurs. Donc c'est super. Toi, t'es en train de te bagarrer contre ça, et oui, oui, même ceux qui, sous couvert de, je suis ouvert à l'idée, oui, mais quand même, est-ce que t'as pensé à, est-ce que mais en fait, à chaque fois, ce qui m'a protégée, c'est que le côté est-ce que t'as pensé à, je me ressentais encore une fois infantilisée, comme si je faisais un caprice de gamine. Et ça me donnait le boost, si tu veux, pour me dire ah non mais c'est bon quoi, j'en ai marre des peurs des autres aussi, je vais déjà gérer les miennes, c'est bon. Donc avec mon mari, on s'est dit tant pis, on se la joue discret, on le garde entre nous. J'en ai parlé à mon papa parce que
Bah lui, il est paysan, donc je me suis dit, il a un rapport à la nature qui fait qu'il comprendra. Mais tu vois, même lui, et il m'a dit, enfin, il comprenait très bien ma démarche et tout, mais bon, il y avait quand même une petite réserve à la fin, en mode bon, quand même. Ou alors, plus subtil, il venait me rapporter ce que me disaient d'autres gens sur Ouais. ça. Mais donc voilà, donc non, on n'a pas trop échangé avant. Ouais. Pas trop. Par contre, j'ai beaucoup lu des femmes qui ont vécu ça. Donc ça, moi, je me nourrissais vraiment à fond de témoignages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans l'après, ce qui a été très drôle, c'est on annonçait et il disait ah mais alors qui t'a accouché? C'est ton mari qui t'a accouché? Tout le temps, il disait c'est Erwan qui t'a accouché, c'est Erwan qui t'a accouché. Non, et pareil, ça m'a fait du bien quoi d'entendre mon mari dire non mais en fait moi j'ai rien fait, c'est elle qui accouche. Mais c'était fou. En fait, et puis alors surtout la génération de nos grands-parents quoi, Ouais. enfin donc des gens de plus de 60 ans quoi. C'est forcément un homme qui accouche la femme. Alors ça c'est waouh. On se dit mais c'est fou. Mais attends, mais d'où ça sort? Enfin voilà, donc voilà. Et puis après Mais tu vois, je trouve ça bizarre quand même parce que tu vois, plus de 60 ans, je veux dire à l'époque, enfin ça commençait à être on va à l'hôpital, etc. Mais il y avait encore beaucoup de femmes qui accouchaient à la maison, quoi. Et ouais, mais avec médecin, je pense. Enfin, tu ouais. vois, je sais pas. Mm. Ou en tout cas, les années qu'on suivit ont bien Oui, voilà. introduit le fait que Faut il aller à fallait un l'hôpital. médecin pour accoucher, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Il fallait un homme ou quelqu'un pour faire le médecin, quelque part. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, oui, ma Donc, grand-mère serait complètement flippée. Je lui dirais rien du tout non, mais voilà, faut pas en parler à nos grands-parents, à nos à parents. nos Je pense que parents, non. c'est pas, enfin bon, ça dépend, mais. Et après, là où j'ai été très touchée, c'est bah, par exemple mes tantes, à qui j'en ai parlé a posteriori. Enfin, j'en avais parlé avant, et puis, mais bon, comme je te disais, j'ai vite limité parce que y a beaucoup de peurs qui sont projetées. Et après, en fait, ça a ouvert des discussions très belles. Mais parce qu'en fait, j'ai réalisé que beaucoup de femmes de mon entourage ont vécu des accouchements traumatiques et n'ont jamais pu expérimenter ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'elles ont peur, parce qu'en fait, elles n'ont pas l'expérience d'autre chose. Et où en fait, ça les rejoint sur des choses assez profondes, assez difficiles. Et, euh, et où justement, bah voilà, j'ai osé en parler avec elles après, et j'ai bien vu que ça ouvrait des blessures en fait. Donc voilà, bah c'est pareil en fait. Du coup, maintenant j'en parle, mais parfois aussi prudemment parce que euh, il peut vite, surtout pour des femmes qui du coup sont plus en âge d'avoir des enfants, peut-être y avoir des regrets ou des oui, de se dire on est passé à côté de quelque chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de faire passer le message et c'est pour ça que je trouve ton podcast génial. C'est dire qu'autre chose est possible. Et que c'est merveilleux cette autre chose. C'est pas juste un peu différent, c'est extraordinaire, c'est merveilleux et c'est une merveilleuse aventure quoi. Vraiment. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi. Merci. Ouais, j'ai été vraiment touchée par son premier et ensuite par son cheminement et par son deuxième. Je trouve que c'est très beau. Et je me suis imaginée, quand tu m'as parlé de ton deuxième, je t'ai vu dans ma tête. Je t'ai vu te balancer dans ton salon avec tes lumières tamisées. Donc c'est vraiment beau. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous partager tout ça. Merci à toi. À bientôt, Elisabeth. À bientôt. À la fin de l'enregistrement, nous avons échangé quelques mots et j'avais envie de vous partager les paroles d'Elisabeth qui m'ont fait beaucoup réfléchir. L'intensité du bonheur qui est vécu est à la hauteur de la responsabilité qu'on prend en fait dans cet accouchement quoi. Donc évidemment quand on est avec une sage-femme bah
quelque part, il y a quelque chose de notre responsabilité qui est remis à cette personne. À l'inverse, voilà, quand on accouche seul, ou qu'avec son mari, mais de toute façon, ça veut dire qu'on assume seul. Alors, certes, l'enjeu est grand parce que la responsabilité est immense. C'est celle d'une vie, même de 2 vies, en fait, qui est en jeu. Mais du coup, quand c'est assumé, bien le bonheur qu'on en tire est extraordinaire parce qu'on a osé assumer quelque chose de cette amplitude-là, quoi. Et je pense que c'est ça qui distingue un peu et qui donne le côté merveilleux au récit d'accouchement en Nana, c'est que on assume la vie et la mort à plein, quoi, à plein. Et parfois, moi j'ai même vu des témoignages de mamans ayant accouché en Nana qui se terminent en décès. Et elles ne regrettent pas. Elles disent, mais je refais pareil. Ce qui est le signe quand même de quelque chose ouais, c'est très très fort, quoi. C'est très puissant, quoi. De pouvoir dire ça, c'est que il s'est joué quelque chose dans ce choix de plus grand que juste la sécurité où elles ont donné la vie, elles assument que ça donne la mort. Faut pouvoir l'entendre, hein. Ça demande déjà un cheminement intérieur assez fort, et assez costaud pour aller jusque là, quoi. Moi, j'admire ces femmes qui ont vécu un drame, mais c'est le signe quand même que qu'il se joue quelque chose de plus grand que nous là-dedans, quoi. Un grand merci Elisabeth de t'être ouverte à moi, de m'avoir donné une réflexion sur ce que j'aimerais pour un prochain enfantement. Merci de nous montrer qu'un premier accouchement difficile n'est pas une fatalité pour les prochains, et bien au contraire, on peut vraiment retrouver le pouvoir qu'on a pu perdre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les épisodes 39 sur la péridurale, 27 sur comment voir les choses autrement, 26 sur comment éviter la cascade d'intervention, 21 sur le déclenchement et 17 sur préparer son environnement.